On attaque les fous du volant, Stéphane, aujourd'hui avec cette question du plafond salarial en Formule 1. Est-ce que c'est une vraie question ou est-ce que c'est une forme d'hypocrisie? À peine est-on entré dans l'ère du plafond budgétaire depuis cette saison 2022 que la question du plafond salarial a été lancée dans le paddock de la Formule 1. Alors, le plafond salarial, Stéphane, je te propose que tu nous expliques déjà en quoi ça peut consister. Alors, comme tu l'as dit, le budget plafonné dans les équipes était déjà sur les rails. Il est entré en vigueur cette année, 127 millions d'euros maximum à dépenser pour les équipes. Et puis, en parallèle, en 2020, on a commencé aussi à discuter d'un salary cap, c'est-à-dire d'une restriction, d'une limite pour les deux pilotes, pour l'ensemble des deux pilotes, de 30 millions de dollars, de façon à accompagner ce mouvement. On était en pleine crise, forcément, de la pandémie. Donc, cette idée faisait son chemin. On pensait qu'elle faisait un petit peu consensus. Et puis, depuis, les plus riches ont rétropédalé, ou en tous les cas, font semblant de trouver ça intéressant, mais nous expliquent que ça va être difficile de le mettre en place. Mais on était parti aussi de loin sur cette question des budgets plafonnés. Exactement. La première question, c'est est-ce que c'est réaliste finalement de limiter les budgets, et notamment des pilotes de Formule 1? Quand on regarde, Stéphane, deux cas de figure, les deux équipes les plus riches, en tout cas celles qui dépensent le plus en Formule 1, on voit par exemple chez Mercedes et chez Red Bull, on dépasse largement. On explose ce quota. Hamilton plus Russell en salaire chez Mercedes, alors on ne parle même pas des primes, ça fait 50 millions d'euros. Bon, Russell, il n'y est pas pour grand-chose, voilà. Il prend 5 millions. Tout à fait. Et chez Red Bull, Verstappen est encore à 30 millions d'euros puisqu'il a signé un contrat à partir de 2024 pour, dit-on, environ 45 millions d'euros. Mais déjà, rien qu'avec ses émoluments de cette année, ça fait 30 millions d'euros pour lui et 9 millions pour Checo Pérez. Là aussi, on dépasse à 39 millions d'euros. Donc, ces équipes, forcément, ne sont pas tellement favorables à une restriction. Hamilton s'en est offusqué. Alors, voilà. Toi, tu as posé la question, est-ce que c'est pas hypocrite? Moi, je trouve que oui, parce que Red Bull, en fait, s'est empressé, surtout avec cette idée en tête, peut-être d'un salary cap, de re-signer quand même Verstappen jusqu'en 2028. Donc, quelqu'un comme Christian Horner dit aujourd'hui, en fait, on a signé jusqu'en 2028, il faudrait défaire les contrats, ça n'est pas possible, on est très très embêtés. Il est malin, voilà. Parce que quand on a commencé à parler de ça, il a dit oui, c'est une bonne idée. Bon, attends, Max, viens là, il faut qu'on signe jusqu'en 2028. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et effectivement, on ne va pas remettre un contrat sur la table, c'est signé, monsieur, on peut pas discuter. Ce qui est incroyable en plus, c'est que cette question des 30 millions de dollars pour les deux pilotes, en termes de salaire, ça devait entrer en application l'an prochain. Oui, 2023. Voilà. Donc, ça a été repoussé soigneusement. La question maintenant, c'est est-ce que c'est vraiment réaliste dans un environnement où les pilotes en fait sont la pièce maîtresse en fait du dispositif et font toute la publicité autour de ce sport qui est en pleine croissance. Alors justement, tu parlais de Christian Horner, il a quand même fait une déclaration, moi, qui m'a fait absolument mourir de rire, parce que entre le budget plafonné pour l'ensemble des équipes dont Stéphane a parlé tout à l'heure, 127 millions d'euros pour chaque année, maintenant cette histoire de budget des salaires qui va rentrer en ligne de compte, on va en parler parce que il y a des exceptions qui peuvent éventuellement rentrer en ligne de compte. Christian Horner qui déclare « Le règlement financier est tellement complexe qu'il y aura bientôt plus de directeurs financiers que d'ingénieurs dans les équipes de Formule 1 ». Je trouve cette phrase, elle est magnifique. Elle résume à la fois le cynisme des grands argentiers de la Formule 1 et la situation dans laquelle on est en ce moment. C'est qu'évidemment, on essaye de faire passer des dépenses dans des domaines qui sont exemptés de cette limite de budget. On sait qu'il y a les moteurs ne sont pas concernés par la recherche sur les moteurs, n'est pas concernée par ce budget cap. Il y a quand même à un moment l'idée qu'il va falloir essayer de trouver un juste milieu entre ces deux contraintes, le budget cap et le salary cap, autrement dit le plafond budgétaire et le plafond salarial. Oui, alors concernant ces salaires, seul Red Bull, on l'a dit, et Mercedes sont concernés au-delà de ces 30 millions de dollars. Pour l'instant, Ferrari ne l'est pas. Ça fait à peu près 28 millions d'euros. Leclerc tourne à 9 millions d'euros
cette année, Sainz 5 millions d'euros. Donc c'est pas quelque chose qui va atteindre tout de suite Ferrari. Mais dans un passé récent, il y a Renault qui a été concerné par ça parce que Ricciardo touchait 25 millions d'euros par an. Et avec le deuxième pilote, on atteignait cette barre, on dépassait cette barre des 28 millions d'euros. Alors moi la question que je me pose quand même, c'est est-ce que c'est hypocrite? Oui quand même, parce que dans tout ça, c'est une nouvelle mesure pour aller un petit peu plus loin que les budgets de cap. Alors, qu'est-ce que c'est les budgets cap? C'est restreindre finalement dans une enveloppe donnée. Alors, c'est 140 millions de dollars pour cette année. Hein. L'année 2022, c'est la première année de la restriction. Ça veut dire qu'on a contenu tous les salaires, en fait, à l'usine, tous ces employés qui travaillent. Alors, hors de ce budget est mis de côté tout ce qui est frais marketing, frais de représentation, enfin de promotion, de publicité, etc. Et les 3 salaires les plus importants dans l'équipe. Chez Red Bull, par exemple, quelqu'un comme Adrian Newey tourne à 9 millions d'euros par an. Donc un bon technicien qui vous fait une voiture gagnante, ça coûte ça. Donc ce qui est quand même pas rien. Et puis, quand on écoute les conférences de presse, un garçon, pour ne pas le citer comme Lewis Hamilton, mais ils font tous la même chose, quand il remercie à la fin de la course tous les employés qui ont fait des efforts remarquables, etc., bon, il remercie des gens qui se serrent la ceinture. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Et dans les années à venir aussi, on va restreindre ce budget limité à 140 millions d'euros. On va passer à 140 millions de dollars cette année. On va passer à 135 millions de dollars l'année prochaine. Ça veut dire qu'il va encore falloir serrer les boulons. Et quelqu'un comme Christian Horner dit, nous on a des difficultés déjà par rapport à ça, et il va peut-être falloir que chaque équipe, pour rentrer dans les clous du budget, se débarrasse de 200 ou 300 employés. Alors ça, c'est un peu du chantage, c'est pour vraiment mettre les pieds dans le plat, mais n'empêche que je trouve qu'il y a une disparité entre les employés qui ont un salaire qui est limité et puis les stars qui vont pouvoir continuer de gagner des dizaines de millions d'euros. Je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf qu'il y a quand même quelques nuances que je voudrais apporter. D'abord, on te donne une enveloppe on t'autorise à dépenser une enveloppe de 140 millions d'euros, parce qu'on ne te la donne pas, il faut quand même que tu ailles la chercher. En ce moment, tout le monde parle de l'inflation, et évidemment, quand vous achetez du matériel en Formule 1, vous n'êtes pas en dehors de la sphère financière mondiale. Donc, il y a de l'inflation. Donc, quelque part, effectivement, la limite, c'est de jouer sur la masse salariale et donc éventuellement de se séparer de certaines personnes. Qu'on ne veuille pas limiter le salaire des pilotes, je vais te dire, je trouve ça logique parce que à la fin des fins, c'est quand même les pilotes qui font le spectacle, oui, c'est quand même leur vie qu'on met en jeu. On est passé tout près d'un accident mortel avec Romain Grosjean il y a à peine un peu plus d'une saison, hein, une saison et demie. Faut pas oublier quand même que ces pilotes, ils mettent leur vie en jeu et que on entend, et c'est formidable, on s'en est réjoui l'année dernière, on a même fait un sujet dans les fous du volant là-dessus, que les chiffres de la Formule 1 étaient en plein développement, que le business était florissant, quand on voit les nouveaux Grands Prix à Miami, tout ça, que la Formule 1 gagne de plus en plus d'argent, et vous voulez dire aux acteurs principaux, non, vous allez gagner moins. Honnêtement, je comprends que ça les irrite un tout petit peu. Donc, effectivement, réduire, en tout cas empêcher la masse salariale donc des ingénieurs, des salariés, j'allais dire comme vous et moi dans les usines, parce qu'il n'y a pas que des ingénieurs hyper intelligents dans les usines, il y a des gens comme vous et moi qui sont aussi bêtes que moi et qui décrochent le téléphone ou qui font des jobs beaucoup plus banaux, je sais pas, enfin vous voyez, pour vous dire. Bon bref, donc c'est ces gens-là qui sont en danger. Et dans le même temps, je te dis, mettre un salary cap pour des pilotes qui mettent leur vie en jeu. Évidemment, le salary cap, on en entend parler en basket, aux États-Unis, tout ça. Mais enfin, les gars, ils mettent pas leur vie en jeu en roulant à 300 km/h entre des murs. Il y a une nuance quand même. C'est un bon principe, mais c'est vrai que c'est eux qui arrivent en bout de chaîne, qui valorisent le travail de toute une compagnie, que leur salaire, quelque part, de toute façon, est proportionné au business qu'ils créent. Donc ça, on ne va pas aller à contresens. On avait parlé une fois ici, il n'y a pas très longtemps, de Jackie Stewart, qui dans les années 70, au début des années 70, avait été le premier pilote à gagner $1 million. À l'époque, c'était une somme absolument gigantesque. Maintenant, c'est pas que c'est ridicule, mais c'est devenu complètement ordinaire. Donc c'est sûr que
Mais je trouve qu'il y a, bon, il y a une disparité, comme je l'ai dit, qui m'interpelle un petit peu. Alors, il y a d'autres patrons d'écurie qui en rigolent un petit peu. Franz Tost chez AlphaTauri, non, bah, écoutez, moi, avec une limite de 10 millions de dollars, moi, ça me conviendrait. Je saurais tout à fait faire avec ça. Bon, ça pose problème à 2 ou 3 équipes, c'est vrai. Sachant quand même que ces équipes ont des résultats aussi et gagnent en fin d'année et se partagent les gains de la Formule 1. Donc, l'argent va toujours aux plus riches, quelque part. Bon, oui. C'est un paradoxe aussi en même temps. Mais même si on a eu une meilleure répartition des droits sur les petites équipes avec les nouveaux accords Concorde. Mais je dirais que tout ça, on va peut-être arriver à un compromis, comme tu le disais, Gilles. Peut-être qu'il faudrait englober ça dans une enveloppe plus large, c'est-à-dire on calcule le budget de fonctionnement de l'équipe et le salaire des pilotes. Et puis après, on ajuste, on met la barre où on veut. Si on dépense un petit peu plus sur les salaires des pilotes, eh bien on a un petit peu plus de restrictions pour fabriquer la voiture, pour faire tourner l'ensemble. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à trouver à ce niveau-là. Cette solution, c'est Otmar Szafnauer qui en a parlé, hein, le directeur exécutif, je crois que c'est ça son appellation de Alpine, où il a dit « Je suis en faveur d'un plafond global », donc c'est ce que tu évoques, pour que les équipes puissent faire un compromis entre les compétences du pilote et l'apport d'évolution, parce qu'en fin de compte, les deux choses apportent de la performance. Il est probablement judicieux de nous laisser la latitude à nous de faire cet arbitrage. On comprend bien ce qu'il veut dire, là, Otmar Szafnauer, c'est que effectivement, il faudrait sans doute englober, alors peut-être augmenter un petit peu l'enveloppe globale, mais englober le salaire des pilotes dans le budget commun d'une équipe comme ça. Il y a des équipes qui vont choisir de se payer, éventuellement, on n'en sait rien, mais Williams décide de se payer Hamilton, en se disant oui. On va faire une voiture, on va mettre moins d'argent sur la voiture, oui. Mais on aura Hamilton dedans. Ou l'inverse, hein, de toute façon, oui. Aussi mettre le paquet sur le développement technique. Et puis se dire que tu peux mettre un pilote de milieu de grille et qu'elle va gagner quand même. Mais ça va peut-être nous amener à une Formule 1 à 2 vitesses. Enfin, on est dans une Formule 1 à 2 vitesses oui, de toute façon, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a 5 teams qui n'ont pas de problème, je dirais, de budget de fonctionnement. C'est Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine et Haas qui étaient déjà dans les limites budgétaires avant même que le budget cap arrive cette année. Donc celles-là n'ont pas de problème. N'emploient pas non plus de pilote star, donc ce sont des équipes qui sont des équipes modèles. Voilà. Elles sont dans les clous. Voilà. Le problème se pose pour les autres, clairement. Alors on va voir comment est-ce que ça va évoluer. Donne-nous les chiffres là, mais pour 2022, on a déjà des chiffres, des estimations qu'on peut faire hein, sur les budgets des grosses équipes. Oui, parce qu'effectivement, on peut se projeter sur cette année 2022 en comptant les 3 grandes équipes. Red Bull, Mercedes et Ferrari se plaignent d'une chose, c'est qu'elles ont déjà dépassé, et notamment le budget cap des 140 millions de dollars. Voilà, c'est ça. Alors, ça faisait 127 millions d'euros. On rajoute à peu près 10%. Elles tournent à 140 millions d'euros, ces 3-là. Et quand on ajoute les salaires des pilotes, on voit ce que ça donne. Le budget réel de Mercedes, c'est 189 millions d'euros. Red Bull, c'est 175. Ferrari, c'est 154. Donc, ces équipes-là sont déjà au-dessus, de toute façon. Donc, c'est un système qui est un petit peu biaisé. Derrière, on a McLaren 142, Alpine 132, qui est un modèle, je dirais, de bonne gestion en Formule 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va devenir ? C'est clair que si on permet des budgets comme ça qui frôlent les 200 millions d'euros, parce que là, ils vont même exploser. Quand Verstappen va toucher 45 millions d'euros, il touchera 15 millions d'euros de plus. Donc Red Bull passera à 190. Donc potentiellement, ils dépasseront Mercedes. Donc ça va se poser tôt ou tard. Mais je te dirais, Gilles, que je pense qu'en Formule 1, le but même de ces petites équipes, c'est de dépenser autant que les top teams, puisque quand on regarde bien ce que coûte un point en Formule 1, ce sont les équipes qui sont en haut du tableau. Qui dépensent le moins pour marquer un point. Exactement. Tu as fait le calcul, Stéphane, c'est rigolo. Je ne suis pas sûr que ce soit très instructif. Mais... Non, mais en regardant simplement le classement du championnat du monde après 9 Grands Prix, on fait une projection sur 22 Grands Prix avec un certain nombre de points. Ça veut dire que Red Bull dépenserait cette année 235 000 € pour marquer un point. Voilà, c'est ça. Et c'est peut-être là l'exemple, je dirais, de la bonne gestion, parce que
Williams, qui est en fond de grille, à la 10e place, là, met plus de 17 millions d'euros pour marquer un point. Donc, ce n'est pas très rentable, cette histoire. Ça veut dire qu'on va aller encore dans un système où il faudra un petit peu freiner, mais où les top teams réclameront de dépenser toujours plus et certaines même essaient de mettre de côté ce budget cap, comme Christian Horner chez Red Bull.